Bonjour, nous sommes au Parc Floral de Paris, à la Maison Paris Nature, en compagnie de Laurent, conseiller environnement. Et aujourd'hui, on va se faire une petite balade virtuelle dans les habitats naturels du Parc Floral. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans l'un des 4 parcs qui constituent le jardin botanique de Paris. Donc, des parcs dédiés à l'art floral et aux collections végétales. Nous sommes ici plus précisément au parc floral, juste à côté, devant la maison Paris Nature, un centre ressources dédié à la biodiversité et qui permet au public de l'aborder de différentes manières. On y propose une bibliothèque nature qui s'est enrichie d'outils numériques. Nous proposons également des formations, des conférences pour découvrir la biodiversité. Alors aujourd'hui, je vous propose une séquence ornithologique, en parcourant 3 milieux. La Chênaie, nous passerons près d'une mare, le milieu mare, et nous terminerons par le milieu de la haie, tout autour de la maison Paris Nature. Alors les deux outils du naturaliste qui souhaite observer les oiseaux, il faut d'abord en général un bon guide sur les oiseaux et une paire de jumelles. Est-ce que tu peux nous dire le guide que tu utilises d'habitude? Alors le guide que j'utilise d'habitude est le guide ornitho, qui pour moi est l'un des plus précis, mais je dirais que le guide le meilleur est celui qu'on a l'habitude d'utiliser. D'accord, chacun son guide donc. Exactement. Et l'autre outil, ce sont des jumelles, qui pour cette fois-ci ont un grossissement de x10. Les jumelles sont à l'ornithologue ce que le lève-cadre est à l'apiculteur. Super. Alors je vous propose, on y va? Nous allons débuter notre parcours. On te suit. Direction la Chênaie. Nous avons un petit passereau juste à côté qui semblerait être un rouge-gorge qui en ce moment est plutôt dans des strates buissonnantes. Alors nous allons essayer de le guetter, peut-être derrière l'arbre juste là. Et voilà, il est juste devant vous et il s'agit bien d'un rouge-gorge, voyez-vous. Un petit passereau avec la gorge, un passereau qui n'a pas peur et qui quelquefois essaie de nous effrayer en gonflant ses plumes pour dire c'est mon territoire, n'avancez pas trop. Voilà une première espèce qui est représentative et plutôt en hausse, nous dit-on. Nous nous dirigeons vers un deuxième oiseau dont on entend le cri, celui de la perruche à collier. Un oiseau exotique qui s'est, dit-on, évadé de volières, peut-être à Roissy ou à Orly, et qui maintenant a pris ses aises dans notre environnement et se reproduit, nous dit-on, depuis 2008, la première observation ayant été faite au parc de Montsouris. Effectivement, aujourd'hui, on peut la retrouver aussi dans plusieurs parcs et cimetières parisiens. Exactement. Et on va pouvoir même juste voir dans l'un des chênes qui est devant nous, un de ces refuges dans lequel il élève ses petits. À une dizaine de mètres de haut, là, vous voyez un trou d'un diamètre de 6 cm à peu près. Et voici un trou que j'observe depuis mon bureau et qui est occupé tous les ans par les perruches à collier. Alors évidemment, d'autres oiseaux côtoient et exploitent ces trous. C'est une petite compétition qui s'organise entre les étourneaux sansonnets, les pics, les différents pics parisiens. Avançons un peu. Un deuxième trou juste après, sur ce platane. Une loge. Et on les entend. Au-dessus de nous, hop là, c'est un pigeon. Un pigeon ramier, l'un des 3 pigeons qui vit à Paris. Celui-ci se caractérise par 2 marques blanches, 2 taches blanches sur le cou lorsqu'il est adulte. On va finir par voir ces perruches dont on entend le cri régulièrement. Avançons un peu.
Donc il est toujours compliqué d'observer des oiseaux un peu comme ça à leur état naturel. Exactement, là, le ciel est un peu gris, ça nous demande d'être assez discret pour les observer. Pour le moment, nous les entendons, il serait rare de ne pas les observer. Je propose de prendre un peu sur la gauche, en direction de la mer. Donc la mare est un milieu dans lequel on va retrouver toutes ces espèces d'oiseaux. Hein. Elles vont pouvoir venir s'y nourrir, hein, faire leur toilette, y chasser ou y nicher à la belle saison. Donc c'est souvent un milieu dans lequel on les retrouve et dans lequel ils se côtoient. Nous voyons dans le ciel pigeons, mais aussi quelques perruches à collier dans la canopée. Régulièrement, les oiseaux viennent autour de cette mare. Donc il faut toujours observer un peu de silence, de quiétude, Bien sûr. pour ne pas effrayer les oiseaux. Exactement. Oui. On va en faire le tour, en espérant débusquer l'un des petits passereaux qui vient. Tout de même observer un oiseau qui nous vient d'Amérique, hein, une espèce introduite il y a plusieurs dizaines d'années et que nous appelons la bernache du Canada. Elle se balade tranquillement. Ah, c'est un oiseau qui s'avère être peu farouche et il m'est arrivé d'en compter un troupeau de 120 individus. Une fois Ici dans le au parc floral ? Exactement, oui. Alors, allons sur la gauche, faisons le tour par ici. Voyez-t-on voir dans ces petits buissons ces fougères, où se être quelques espèces ce midi. Au sommet, nous voyons bien un pigeon qui se repose, sans doute, et qui attend que nous nous éloignions pour venir s'approcher de la mare. Je vais mettre un coup de jumelle. Hormis les pigeons d'élevage, nous avons 3 espèces de pigeons à Paris. Le pigeon bisé, le pigeon colombin, ou alors le pigeon ramier. Le pigeon colombien qui lui va plutôt, disons, employer, nicher dans les cavités du bâti, ou les cavités des arbres. Le pigeon bisé qui est le plus connu, que tous les Parisiens côtoient. Et ce nouvel arrivant depuis une vingtaine d'années et qui maintenant est dans tous les parcs parisiens. Donc c'est devenu une espèce un peu urbanophile. Hein. Elle s'est adaptée. Le pigeon ramier que l'on côtoyait plus particulièrement à la campagne auparavant. Il est vrai qu'aujourd'hui, on bénéficie d'un décor d'automne absolument incroyable. Oui, parce que ce qui nous permet, lorsque les feuilles tombent, d'observer un peu plus précisément les oiseaux. Ah oui, on en voit un là-haut. Alors, est-ce que c'est un rapace ou un pigeon? Ouais, c'est encore un pigeon ramier. On va essayer quand même de détecter d'autres espèces. On va aller un peu plus loin. Effectivement, c'est un peu compliqué les voir avec un téléphone. Donc, c'est aussi pour vous donner un avant-goût de ce que vous pouvez trouver au parc floral. Donc, on vous invite à venir sur place. Hein, on est à Vincennes. Il y a le métro, la ligne 1 qui vous amène jusqu'ici. Et vous serez
époustouflés par ce qui se passe en termes végétal et en termes animal. Les sorties naturalistes sont dispensées, disons, plutôt le matin que le midi, donc à des heures un peu plus propices pour l'observation des oiseaux, même si devant vous, vous pouvez voir que certains sont tout à fait paisibles et on pourrait dire broutes le midi. Ce sont des En animaux fait, on va les interrompre dans leur déjeuner. Exactement. Mais comme vous voyez, nous nous approchons, ils n'ont pas peur. Pas du tout effrayés. Un membre de la famille des corvidés que vous voyez bien, qui est connu de la plupart du public, qui est une pie bavarde, ou la pie voleuse. C'est l'un des 5 corvidés que nous ayons à Paris, avec la corneille noire que nous ne manquerons pas de rencontrer, je pense. Elle mouve un peu les feuilles pour chercher quelques graines ou quelques insectes. Donc voilà, elle se nourrit d'insectes. Oui. Et puis de graines, puisque c'est la saison, les arbres. Donc on fait la graine, les graines tombent. Voilà, un oiseau noir et blanc. Et comme le restant de sa famille, des oiseaux très intelligents, capables de réflexion, capables de construire des outils. Le moment. Quels outils, par exemple? Eh bien, on a déjà vu des corneilles employer un petit bâton, un morceau de bois, pour aller chercher de la nourriture dans une cavité. D'accord, il le tient par simplement. leur bec. Et à Palarbec, alors on voit donc très, très souvent près de l'école du Breuil, une corneille tenir dans son bec une noix d'Amérique, la disposer sur le sol près d'un feu rouge, et espérant qu'une voiture vienne l'écraser. Et là où c'est terrible, c'est que si la voiture passe à côté de cette noix, elle est capable d'analyser et de corriger, c'est-à-dire qu'elle déplace quelque peu la noix en espérant qu'une deuxième voiture va pouvoir l'écraser. Je trouve ça formidable. Magnifique. Une autre pie que j'ai pris pour une corneille, puisque son plastron est tout noir. Mais lorsqu'elle bouge, on s'aperçoit bien que ses flancs sont blancs. On peut se diriger par là et on va longer la haie qui est là-bas. Et on la voit au lointain. C'est vous cette perruque ça On l'entend. Il y en a deux là. Vraiment, le mâle et la femelle sont identiques. Je ne pourrais pas vous certifier d'ailleurs s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Mais chez cette espèce, les deux sont identiques. À quoi on les reconnaît, donc les mâles et les femelles? Justement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence Dans visible. cette espèce, il n'y a pas de différence visible. Ou du moins, pour ma part, je ne n'en connais pas. Là, juste devant vous, il s'agit d'un faucon pétrel, l'un des rares rapaces. Je le reconnais à son vol, l'un des rares rapaces à nicher ici. D'ailleurs, nous sommes proches du château de Vincennes qui accueille plusieurs couples tous les ans. Au-dessus de nous, nous entendons une perruche à collier Mais quel... avec son cri criard qui est un oiseau complètement vert quasiment. Ah oui, Et donc on entend quand même la partenaire, on nous entend. On a l'impression qu'il se moque de nous. Je crois tout à fait qu'il se moque de nous. On le cherche. Je vous propose d'aller dans cette direction-là. Et pourquoi elle se regroupe dans ces chaînes. Donc là, en ce moment, les oiseaux sont souvent au sol, mais on peut voir certaines espèces grimper autour de ces troncs, tels que le grimpero des jardins. On a vu tout à l'heure la pie qui grimpait. La citelle torche-peau, ou alors ces fameux pics, le pic pêche, le pic pêchette, le pic vert, ça grippe sur ces pics. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'adaptation des oiseaux au contexte urbain? Il y a Oscar qui nous demande. Ah oui, il y a bon nombre d'espèces ont pris le bâti, pour pouvoir y nicher. Oui. Donc en ville, certains caractéristiques de la ville ressemblent un peu à d'autres milieux de la nature. Les immeubles sont au fils des falaises, par exemple. Les mares des milieux aquatiques,
la raison pour laquelle la ville et tous ceux qui s'intéressent à la nature prêtent attention à multiplier ces milieux qui sont indispensables pour la vie de ces animaux en solitaire. Tiens, ce collier devant nous. Juste devant vous, et deux côte à côte. Voilà. Il faut s'approcher. Elles ne sont pas très farouches, on en voit même trois. Trois farouches à côté. Alors, je ne vous parle pas d'une étude scientifique, mais j'ai quand même remarqué dans ce lieu que j'observe tous les jours, quasiment, eh bien, cette façon qu'elles ont de prendre un petit peu la loge de tous les oiseaux que je connaisse, comme les pics, les étourneaux, les citelles, pour pouvoir y faire leur petit. Est-ce qu'on peut les définir des oiseaux squatteurs? Voilà, des oiseaux squatteurs pour le moment dans ce lieu-là, exactement. Là, on en voit 4, mais parfois elles sont plusieurs dizaines, et elles effraient évidemment les oiseaux qui se retrouvent seuls, et même de temps en temps les écureuils qui se sont réfugiés, je pense, un peu plus dans le bois de Vincennes, effrayés par cette espèce qui chasse l'écureuil jusqu'en haut du chêne, et qui se retrouve un petit peu acculé. Donc l'écureuil... Donc on peut trouver des écureuils au parc floral. Ah bien sûr, bien sûr. L'écureuil roux, en particulier. Nous allons pouvoir nous diriger vers la maison Paris Nature. Vous voyez ces arbres, on a l'impression de ne voir que des troncs. Eh bien, il y a un élagage naturel qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Les arbres, les feuilles cherchant la lumière. Mais il y a aussi un élagage qui est fait par nos collègues forestiers pour éviter que des branches mortes ou abîmées ne nous tombent sur la tête. Alors, quelqu'un nous demande si voit-on beaucoup de citelles torche-peau dans le parc. Alors, pour être très franc, je vais vous parler que de mon expérience. Il y a une vingtaine d'années, j'en voyais tous les jours des citelles torche-peau et je les entendais. Aujourd'hui, j'en vois beaucoup moins. Est-ce que c'est la concurrence avec les autres espèces cavicoles? Je ne sais pas, mais on pourrait très bien l'imaginer. Mais on en voit tout de même de temps en temps. Difficile à observer, mais facile à entendre. Alors pour pallier au manque de branches creuses destinées à des oiseaux cavicoles tels que les mésanges par exemple, la mésange charbonnière ou la mésange bleue, eh bien les gestionnaires d'espaces verts ou les naturalistes prêtent une attention particulière à disposer des refuges, des nichoirs pour les oiseaux, en direction desquels nous nous dirigeons pour le moment. Nous allons voir deux exemples de nichoirs pour les oiseaux qui permettent de pallier à ce problème. Nous arrivons donc proche de la maison Paris Nature. Oui, on est juste derrière en fait. Derrière, oui. Et tout autour de cette maison Paris Nature, nous avons disposé des refuges, des aménagements favorables à la biodiversité. Donc il existe un parcours avec une dizaine d'étapes. J'ai cru comprendre que vous faites des visites régulières. Est-ce que ce sera possible Au mois de mai par exemple, au mois de mai, ou même avant, lors des premières nichées, on voit les allées et venues des mésanges par exemple. Ils vont nourrir leurs petits. Nous avons nous-mêmes une caméra disposée dans un nichoir. Et une fois, nous avons pu observer comme ça 11 petits avec le bec ouvert, nourris par leurs parents. Voilà, je vous invite à aller sur les pages de paris.fr, Maison Paris Nature, pour avoir toutes les informations et aussi la page Facebook de Paris Nature. Vous retrouverez toutes les visites qui seront possibles, nous espérons, très bientôt. Donc voilà, tu nous parlais de... Voilà le type de nichoir qui peut être installé. Celui-ci en direction des mésanges. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fonction du diamètre que l'on offre à l'oiseau, eh bien c'est telle ou telle espèce qui aura tendance à y pénétrer. Là, on a un diamètre... Tout simplement parce qu'il ne pourra pas rentrer. Oui, exactement. Ouais.
Et donc, Là, on a affaire à un nichoir qui est destiné aux mésanges bleus, sans doute, hein. Il faudrait quelques millimètres de plus pour favoriser la mésange charbonnière. Et un peu plus loin, on en a voit un deuxième. Oui, on voit tout de suite qu'il est destiné pour une autre espèce, hein. Laquelle? Alors là, on ne voit pas l'entrée du nichoir, elle est sur le côté, c'est une entrée latérale. Donc elle est propice à l'accueil d'un oiseau qu'on appelle le grimpero des jardins, hein, ou plus rarement le grimpero des bois, hein, qui va chercher sa nourriture depuis le bas de l'arbre jusqu'en haut, en tournicotant tout autour. D'où son nom, le grimpero des jardins. Il grimpe haut dans les arbres des jardins. Et donc il y a Lise qui nous demande à partir de quand à peu près est-ce que les mésanges nichent? Alors les mésanges vont fréquenter les nids l'hiver, hein, déjà pour voir un petit peu les refuges dont elles vont pouvoir disposer. Elles peuvent s'y abriter et à partir du début du printemps, elles vont pouvoir nicher. Donc voilà, donc c'est le printemps, donc il ne faut pas s'étonner que pour l'instant, elle n'occupe pas le nichoir qu'elle a installé dans sa cour. Mais il est important, par souci d'efficacité, de les installer avant l'hiver ou pendant l'hiver, de façon à ce que les oiseaux aient pris connaissance de leur existence. Est-ce qu'il faut poser des graines près du nichoir pour les... Absolument pas. L'oiseau va se débrouiller seul pour trouver sa nourriture. Donc, voilà, donc effectivement, hein, le trou est sur le côté. Voilà. Totalement différent par rapport... Et donc régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, en fonction du nombre de nichés, eh bien ces refuges sont visités et nettoyés par nos soins, ou par le soin de ceux qui les ont disposés, évidemment, pour les rendre un peu plus sains et favoriser d'autres nichés. J'ai une question toujours, qu'est-ce qui deviennent les moineaux parisiens? Les moineaux parisiens, voilà un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Oui, bon nombre d'études se sont intéressées au devenir de cet oiseau que tout le monde connaît, qu'on appelle le piaf, hein, et qui a subi une baisse de ses effectifs significative dans Paris. C'est la raison pour laquelle la ville et d'autres structures, comme des associations, la LPO par exemple, favorisent l'installation de nichoirs en leur faveur. Sauf qu'il ne faudra pas penser qu'au nichoir, il faudra veiller à penser à leur nourriture et à leur environnement, c'est-à-dire en favorisant l'implantation de différents arbustes pour qu'ils puissent se cacher, pour qu'ils puissent se nicher. Donc il faut penser au logis, à la nourriture en même temps. Donc toujours une nourriture que l'oiseau va se procurer tout seul. Oui. En fait, il faut reconstruire un environnement qui favorise le retour. Alors j'espérais que l'on puisse, et c'est le cas, observer un deuxième membre de la famille des corvidés, que vous voyez donc dans l'herbe, en train également de chercher sa nourriture. Il s'agit de la corneille noire. Il y a à peu près 12 corvidés en Europe, une dizaine en France, et nous avons la chance d'en avoir 5 membres à Paris. En voilà un, la corneille noire. Donc noire du bout du bec jusqu'au bout des ongles. Rejoint par 2 autres de la même famille. On les voit là-bas au bout au fond. Donc on essaie de s'approcher. Les médias se sont intéressés à cette espèce d'oiseau qui paraissait pendant un temps attaquer le public. Mais en fait, c'est un oiseau qui, comme beaucoup d'autres, défend son territoire. Et au moment des nichés, avril, mai, il essaie de nous effrayer, et de nous éloigner de son nid pour protéger ses petits. Mais il n'y a aucune crainte à avoir avec cet oiseau-là. Encore un mythe métropolitain. Oui. Effectivement, là on s'approche tranquillement, sûrement, et ils sont peu farouches. Oui, elles ont bien compris qu'on n'allait pas les embêter ou les enquiquiner. Approchons-nous un peu de la haie. Plus les milieux sont diversifiés dans un environnement et plus on observe d'espèces, même si aujourd'hui, en quelques minutes, nous n'avons pas observé des milliers d'espèces. Approchons-nous pour voir si quelques petits... ce sont les aléas d'un milieu naturel. Exactement. On est vraiment, les oiseaux sont en liberté et ils vivent leur vie. Comme exactement. Je vous propose de remonter cette haie pour essayer de
de dénicher une espèce que nous n'aurions pas encore vue. Nous pourrions y voir le troglodyte mignon, l'accenteur mouché, des espèces un peu buissonnantes, que l'on voit rarement dans la canopée des arbres, mais plutôt à hauteur d'homme, dans les buissons. Est-ce qu'on a dans ce milieu des rhododendrons? Non, c'est dans une autre partie du parc. Les collections florales sont de l'autre côté du parc. Lors d'une prochaine visite, je vous y inviterai, nous passerons à travers ces collections de rhododendrons. Super. Parce que oui, on le rappelle aussi qu'au Parc Floral, nous avons une partie des collections du Jardin botanique de Paris et tu feras l'objet et de les iris, les dahlias, dont on a des concours qui se déroulent un peu plus au printemps, aux périodes de floraison, et dont on vous parlera, on vous montrera dans des prochaines occasions. À l'écoute, on entend une petite espèce. On va se diriger vers cet arbre-là. Il me semble avoir vu une petite espèce que nous n'aurions pas encore croisée jusqu'à maintenant. Soyons attentifs. J'espère que nous aurons un temps plus clément. Et quelle est la différence entre une corneille et un corbeau? Est-ce que c'est la taille, tout simplement? Alors déjà, oui, c'est à cause du mot. Le mot corbeau rassemble est déjà le nom de la famille. La famille des corbeaux, les corvidés. Donc déjà, le mot représente la famille. Et dans cette famille, il y a des corvidés dans lesquels il y a le nom corbeau, comme le corbeau freux, le grand corbeau qu'on ne verra pas ici. Donc c'est le problème avec ce mot-là, quoi. Donc, corbeau, c'est le nom de la famille. C'est le nom de la famille. Le nom générique de la famille. Il faudrait être plus précis après pour désigner une espèce. Alors. Ici, on est vraiment dans un milieu sauvage, donc espérons d'avoir la chance de croiser des espèces. On va continuer Un tout petit peu par là. Ce serait quand même étonnant. Est-ce qu'on peut trouver des espèces bicéphales au Parc Floral? Je n'en ai pas encore rencontré. Alors là, nous avons un animal, mais qui n'est pas de notre temps. Un coléoptère qui a été taillé par nos collègues forestiers pour illustrer sur votre droite, regardez, une étape de notre parcours biodiversité. Ici, en l'occurrence, un refuge qui ne se voit pas, qui est une fosse à coléoptère. Un trou qui a été creusé, des billes de bois de chêne rouvre rapportées ici, des copeaux disposés entre, et puis recouverts de terre, pour favoriser le coléoptère que vous voyez là, le lucane cerf-volant par exemple. D'accord. Donc, ces larves vont évoluer dans ce milieu-là avant de sortir. Voilà, là, on ne voit que des feuilles, donc tout est là-dessus. Et quand est-ce que ça va? Ils vont naître? On va attendre le printemps. C'est le printemps. Au moment des ressources, au moment de l'apparition des ressources. Eh bien, on reviendra alors. En tout cas, on signale la présence de ces panneaux pédagogiques dans tout le Parc Floral qui vont vous aider lors de vos promenades à en savoir un peu plus sur les espèces qui se trouvent. Je crois on continue. On va peut-être s'arrêter là. Je vous propose un autre rendez-vous, celui du 9 décembre, pour découvrir d'autres espèces, car le Parc Floral est très divers et nous allons parcourir 3 autres milieux. La prochaine fois, nous irons voir des espèces aquatiques avec, je l'espère, l'observation incroyable du martin pêcheur. Écoute Laurent, un grand merci et on se donne rendez-vous dans 15 jours ici au Parc Floral.